Bonjour, bienvenue à bord de l'émission En pleine forme. Installez-vous confortablement, nous allons prendre soin de vous et nous vous donnons rendez-vous tout de suite avec un dentiste. On parlera aussi de la pluriactivité, c'est le fait de gérer plusieurs activités en même temps. Notre coach libérateur de potentiel vous donnera les clés essentielles pour gérer plusieurs activités en même temps. Et nous finirons sur une question sensible qui est l'attouchement. Bonjour messieurs. Bonjour. David Gutmann, notre chirurgien dentiste. Bonjour. Manuel Kissou, notre spécialiste en PNL. Bonjour, et enfin Thibaut Cabri, coach libérateur de potentiel. Comment vous allez, messieurs? Et en pleine forme, avec vous en tant que capitaine, en pleine forme. Ah, très bien. Oui. Alors David Gutmann, notre chirurgien dentiste, vous avez rendez-vous avec 3 millions de téléspectateurs en ce moment. Très bien. Qui se demandent quand doit-on aller chez le dentiste? De toute façon, déjà, si on pose la question à toutes les personnes, tout le monde dira on ne va jamais chez le dentiste ou je ne veux jamais aller chez le dentiste. Malheureusement, en tant que praticien, on voit beaucoup de patients cabinets qui vont rarement chez le dentiste, plus par manque de temps, tout simplement, que par peur ou par négligence. Par manque de motivation. Par manque de aussi. motivation, on a voilà. peur d'avoir mal, On se dit tout va bien, j'ai pas mal aux dents, je ne vais pas chez le dentiste. Il ne faut pas s'imaginer qu'une absence de douleur est signe que tout va bien. Souvent, une petite carie peut entraîner une grosse douleur et une grosse carie peut ne pas entraîner de douleur. Donc, encore une fois, voilà, ne pas se dire tout va bien, je ne vais pas chez le dentiste. Chez le dentiste, on y va 2 fois par an, tous les 6 mois, au cours duquel le praticien fera un bilan radio, un détartrage, et pourra, avec la radio, vérifier si tout va bien ou pas. Donc, ne pas se dire tout va bien, je ne vais pas chez le dentiste. Mieux vaut prévenir que guérir, on le sait. Mieux vaut prévenir que guérir, effectivement. Alors, dans le sens contraire, évidemment, en cas de douleur ou de symptômes, de gonflement de gencives, ou si on a l'impression que quelque chose ne va pas. Bien sûr, mais là, vous inquiétez pas, on pensera aller chez le dentiste. Oui, quand on a mal, quand ça va mal, on y pense en fait. Oui et non. Beaucoup de gens se disent, encore une fois, je vois beaucoup de patients au cabinet qui se disent, allez, j'ai un peu mal aux dents, je prends un bain de bouche, ça va entrer dans l'ordre, et après, je ne vais pas chez le dentiste. Mais non, ce n'est pas la bonne attitude. Donc dès que l'on sent quelque chose qui ne va pas au niveau de la cavité buccale, même si on a l'impression que c'est rien du tout, on n'hésite pas à aller chez le dentiste. La consultation chez le dentiste est remboursée par la sécurité sociale. Il n'y a pas de raison justement de ne pas y aller. Et ça permet effectivement... Pas de raison financière en tout cas. Pas de raison financière effectivement de ne pas y aller. Et ça permet justement d'éviter après des grosses infections, des grosses caries qui peuvent engendrer des grosses douleurs. Donc 2 fois par an minimum chez le dentiste. Très bien. Bien, je vais prendre rendez-vous très rapidement avec vous parce que mes 2 fois par an, je n'y suis pas du tout. Alors écoutez, il va falloir rattraper le retard. C'est vrai que parfois on est tellement pris par la vie, par les nombreuses activités qu'on n'a pas le temps d'aller voir son dentiste. Et bien justement, on va parler de la gestion de plusieurs activités en même temps avec une question de téléspectateur qui a un travail. Ça se passe relativement bien. Cependant, il se pose la question de changer d'emploi et il aimerait savoir si sauter le pas est une bonne chose pour lui. Alors, sauter le pas, oui, bien sûr, c'est une bonne chose. Il faut quand même préparer un petit peu la suite. Alors, ce qui est important quand on fait comme ça des transitions, c'est de repérer ses envies et ses besoins. Vous parlez de pluriactivité, les gens qui ont, par exemple, parfois moi je reçois des clients qui sont déchirés entre 2 voies. C'est-à-dire plusieurs emplois à la fois ou un emploi pas et plusieurs un emplois, hobby. mais plusieurs envies. D'accord. Et moi, j'encourage les gens, et souvent les gens sont un petit peu, donc ils ne savent pas vraiment comment se positionner par rapport à ces 2 voies, ils cherchent leur voie, mais parfois ça peut être 2 voies ou 3 voies en même temps. Alors moi, c'est ce que je recommande aux gens, c'est de choisir justement ces différentes activités. Parfois ça peut être une activité très créative, la peinture, une activité très pratico-pratique, la comptabilité ou n'importe, et d'arriver progressivement à équilibrer en fait ces différentes activités qui représentent différentes facettes de leur personnalité, et pour progressivement trouver l'équilibre financier. Donc sauter le pas, oui, et progressivement retrouver le même équilibre avec plusieurs activités qui vont permettre de... Quand on cherche à travailler ailleurs ou quand on cherche à compléter son activité, bon, bien sûr, il y a des questions financières parfois, mais surtout, il y a une question d'épanouissement. C'est que quelque part, on se sent malheureux dans son travail et qu'on cherche à compléter cela avec un autre travail. Oui, alors ça peut être pas forcément malheureux, mais frustré, parce qu'il y a une partie de soi qui n'est pas exprimée, en fait. Justement, ça peut être cette fameuse partie créative ou une envie d'apporter quelque chose aux gens, du conseil, de la beauté, des soins, et qu'on n'exprime pas. Donc petit à petit, si cette partie-là de la personnalité ne s'exprime pas, elle s'éteint.
Et c'est ça qui provoque la frustration ou une forme de mal-être. C'est pas que la personne est complètement malheureuse, mais elle Toutes a les besoin facettes de sa d'exprimer ça. personnalité ne sont pas exprimées. Voilà. Ça peut être une personne très rationnelle, mais qui aime créer des choses, Voilà, qui aime faire de la exactement. peinture, qui aime Ouais. faire d'autres choses. Et du coup, le fait de combiner plusieurs activités à la fois fait qu'elle est épanouie. Mais par contre, c'est très difficile de gérer plusieurs choses à la fois. On peut gérer une chose au détriment d'une autre, être pris par une activité au détriment d'une autre. Comment on fait non. pour gérer ça? Non, on gère. Non, pas du tout, parce en plus, il y a le statut d'auto-entrepreneur qui est très facile. On peut justement facturer de temps en temps un petit peu à droite à gauche. Et puis après, c'est une question d'organisation. Peut-être travailler le soir, travailler un petit peu moins dans son emploi actuel, travailler le week-end. Il y a avec Internet aussi, il y a la possibilité de faire beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, on a les moyens techniques et juridiques pour pouvoir faire autre chose et avoir un spectre professionnel qui représente l'ensemble de sa personnalité. Et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que c'est encouragé par la société française, cette pure Pas activité? pas vraiment. C'est très clivé en fait. Soit on est un créatif, soit on est quelqu'un de rationnel. Donc c'est dur de... On a tendance à nous mettre dans des cases et Un petit peu, à s'y ouais. cantonner en fait. Alors, on a tendance à nous mettre et à se mettre soi-même dans des cases. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment c'est une question d'autorisation. S'autoriser à franchir le pas, s'autoriser à avoir une double activité ou une troisième activité, même si c'est juste en complément de revenus, pour progressivement trouver son équilibre. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Exactement. Notre émission, c'est ça, c'est l'équilibre. Se sentir bien dans son corps, dans sa tête, dans son emploi, dans son travail, se sentir bien à tous les niveaux. Ouais. Et je terminerai sur une petite question, c'est une réflexion personnelle. Alors, j'ai remarqué que dans les pays type les États-Unis, on est vraiment encouragé à faire plusieurs choses à la fois. Par exemple, à l'université, on peut être étudiant en même temps, faire partie du club des pom-pom girls, faire partie du club de foot, faire de la musique, etc. Mais j'ai l'impression qu'en France, on a tendance à se cantonner dans un rôle, dans une fonction, et que c'est mal vu en fait d'avoir plusieurs activités à la fois. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que coach? Moi, je pense que oui, c'est toujours mal vu. Après, la question, c'est toujours soi vis-à-vis de soi. Une fois qu'on a un peu dépassé le regard des autres et qu'on se regarde et qu'on se pose la question de quoi j'ai envie, finalement, la question, elle ne concerne plus que la personne et elle-même. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à dépasser au début. C'est le regard de l'autre, le clivage de la société. Et une fois qu'on a dépassé ça, c'est parti, quoi. Le regard de soi, c'est primordial, effectivement. Et puis, chez certaines personnes, le regard de soi est très difficile quand on a vécu une expérience assez douloureuse, comme l'expérience des attouchements. C'est justement une confession que nous avons d'un téléspectateur qui nous dit que lorsqu'il était jeune, il a souffert d'attouchements et cela le gêne maintenant en tant qu'adulte dans sa vie de couple, dans sa relation avec les autres. Et il aimerait savoir si l'hypnose ou la PNL pourrait l'aider. En effet, c'est vrai qu'on a ces expériences de la vie où on subit certaines choses, on se construit sur cette chose, on construit des valeurs, des croyances autour de cette chose qui viennent appuyer un petit peu, renforcer notre identité, qui n'est pas une bonne base pour avoir une image de soi qui soit aidante, valorisante. Donc c'est vrai que la PNL s'avérait être un outil très efficace dans ce domaine. La PNL, alors, n'a pas la prétention de changer le passé, loin de là. Seulement la PNL part du principe que le regard qu'on porte sur ce passé, le regard qu'on porte sur les expériences qu'on a vécues peuvent être modifiés de manière à pouvoir regarder les choses, non pas forcément éclater de rire par rapport à ce qui est arrivé, seulement regarder les choses en toute neutralité. Plutôt que, en fait, ce qu'on va travailler en PNL, c'est simplement l'aspect parodie d'un film d'horreur. C'est-à-dire que les images restent les mêmes. Exactement, c'est exactement ça, c'est Scream. Partir du principe de Scream et Scary Movie. C'est-à-dire que les images restent les mêmes, seulement on va changer tout le décor qu'il y a eu par rapport à l'expérience, de manière à pouvoir changer le regard qu'on porte dessus, donc par répercussion, changer les croyances qui en découlent, changer les valeurs qui en découlent, et se construire une identité qui soit beaucoup plus valorisante. Parce qu'effectivement, arrivé à un certain âge, ces expériences sont là, elles ont existé, et ces expériences, si elles ne sont pas recadrées, viennent nous miner la vie. Donc effectivement, la PNL, ça va être efficace. Et pour travailler de façon plus en profondeur et peut-être plus en douceur, l'hypnose aussi va permettre d'aller travailler à un niveau inconscient sur ces expériences qui parfois existent, ont existé, et la personne a fait comme un clivage sur ces expériences de manière à pouvoir à éviter de les voir. Mais l'inconscient, lui, aura la faculté d'aller travailler ces images en grand secret, on va dire, ce qui facilite un petit peu ce travail et qui fait que ça se passe en douceur. Que ce soit en PNL ou en hypnose, il y aura quand même des précautions qui seront mises
en PNL pour que ça ne soit pas violent pour la personne, parce que à travers ce travail, il y aura une distance. Oui, parce que c'est difficile de revivre ces instants douloureux. Et l'objectif n'est pas du tout de revivre ces instants douloureux. L'objectif est de mettre une distance suffisante entre la personne et l'expérience. Donc, un phénomène de dissociation, comme on sait très bien, être acteur d'une situation et être spectateur d'une situation, on n'a pas du tout le même ressenti qui est associé à ça. Être observateur, donc, du coup, comme si on regardait un film. Exactement. Finalement. Donc, du coup, on va mettre une distance entre la personne et l'événement de manière à pouvoir faire ce travail sur l'expérience avec elle. Et elle va se rendre compte très rapidement que finalement, elle peut aujourd'hui être capable de regarder ces images sans être affectée émotionnellement, donc changer toutes les éventuelles croyances qui ont découlé de cette expérience. Je vous remercie pour ces conseils. N'hésitez pas à nous envoyer vos confessions, vos confidences. Nous sommes là pour vous aider. Je vous remercie tous les trois pour tous les conseils que vous avez prodigués aujourd'hui. Quant à vous, je vous rappelle notre adresse qui est www.enpleineforme.net. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous, je le rappelle. Et je vous retrouve très très vite pour répondre à toutes vos questions et continuer à prendre soin de vous. Au revoir.